Deux invités ce matin, exceptionnels, avec une demi-heure exceptionnelle sur RMC et BFM TV, Nicolas Hulot, qui, je le rappelle, est l'envoyé spécial du président de la République pour la protection de la planète. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et puis Axiom, rappeur, Lillois. Bonjour Axiom. Bonjour. Lillois comme moi. Lillois comme vous. Premier point commun. Et nous allons voir. Une qualité, hein. Nous allons voir tous ces points communs entre vous deux. Et ils sont extrêmement nombreux. Évidemment, nous allons parler d'hommage à toutes les victimes du 13 novembre. Et nous allons parler de la COP 21. Finalement, nous allons faire la transition entre ces deux événements qui sont liés plus qu'on ne croit, Nicolas Hulot. Nous, on est en état d'urgence à Paris. Enfin, je voudrais quand même rappeler que la planète est aussi en état d'urgence. Peut-être pas la même dimension, mais il faut en avoir conscience. Et que Paris, c'est pas simplement un sommet environnemental, c'est un sommet pour la paix. Et des décisions qui seront prises à Paris, nous pouvons conditionner la paix ou d'une désinvolture si on ne profite pas de la gravité de la situation qui doit responsabiliser les chefs d'État. C'est à eux d'écrire l'histoire. J'entendais les jeunes tout à l'heure de l'accueil dire arrêtez de parler, les bons sentiments ne vont pas suffire. Et d'ailleurs, ce que les citoyens réclament simplement, c'est qu'ils prennent leurs responsabilités. Mais encore une fois, avec une approche intégrale, c'est-à-dire qu'il suffit, c'est pas un simple problème environnemental, c'est une crise de société, une crise économique, une crise culturelle. Il faut redéfinir une vision. Vous savez, il y a deux mots-clés, hein. Solidarité et diversité. Si on n'incarne pas ces deux mots-là dès le début de ce XXIe siècle, on ira de crise en crise et de désillusion en désillusion. Moi, ça me parle. Hein. La solidarité, on l'a vu là avec nos morts, en fait. Je rappelle que vous avez perdu votre bande d'amis. Tout à fait, dont mon ami d'enfance, Ludo. Donc votre ami d'enfance, la belle équipe. Qui est mort en héros en ayant sauvé Chloé, qui est aussi une amie. Oui. Il s'est couché sur son corps. Tout à fait. Il l'a protégé. Tout à fait. Mais il l'aurait fait pour n'importe qui. Ouais. Vous savez, il y a les stars dont on parle. J'en fais parfois partie. Oui. Et il y a les stars du quotidien. Et elles sont très très nombreuses. Et Ludo en fait partie. C'est un être de lumière comme ça. Tous ceux qui l'ont rencontré, de toute façon, les témoignages sont très clairs. Hein. Sur le net, le nombre d'argent qu'on a reçu pour les obsèques, à un moment on devait se solidariser. Vraiment, la solidarité a été vraiment exceptionnelle. Les messages sont réconfortants. On parle souvent des gens les plus négatifs et les plus sombres. On en parle beaucoup en télé. Hein. Mais il y a beaucoup de gens qui sont des êtres d'amour. Et aujourd'hui, la solidarité, c'est ça, quand on parle de vision, de projet de politique. Je pense vraiment que, enfin, même si ça paraît un peu lointain de notre génération, vu le contexte dans lequel nous sommes, un projet pour moi qui n'est pas composé d'amour, alors amour pour ses semblables, amour pour la planète sur laquelle on vit, amour aussi en termes de partage de richesses, en termes de fraternité mondiale. Nous sommes cette génération. Il y a une partie majoritaire de nous qui croyons en ce type de projet et on l'exprime avec beaucoup de colère. C'est là où il y a cette rencontre. C'est générationnel, hein, Nicolas Hulot. Non, mais oui. Il y a une chose qu'il faut qu'on réalise. L'humanité qui pille, qui préempte, qui véhicule la haine, c'est un petit échantillon. Bien sûr. Pas le plus beau, malheureusement, c'est peut-être le plus puissant pour l'instant, mais il y a une humanité discrète, invisible. D'ailleurs, c'est cher payé pour faire ressurgir l'humain. Mais ne désespérons pas de l'humanité, parce qu'il y a une belle humanité. On la voit se manifester, il va d'ailleurs le libérer de l'espace, faire en sorte que ça soit elle qui, remplisse les espaces de pouvoir. C'est pour cette humanité. Parce que le climat, vous voyez, c'est toujours pareil, ça frappe qui en priorité? Des hommes, des femmes et des enfants qui sont en situation de vulnérabilité, qui n'ont rien demandé au monde, qui n'ont pas profité non seulement du modèle économique qui a généré le problème, modèle économique qui parfois d'ailleurs s'est fait un peu sur leur dos, il faut quand même dire les choses telles quelles, et ils en subissent les conséquences. Donc on a, à défaut d'avoir une culpabilité, on a une responsabilité historique. Nos intentions étaient pavées de bonnes, nos actions étaient pavées de bonnes intentions, mais assumons cette responsabilité. Et d'ailleurs, ce que je souhaite à Paris, c'est que les chefs d'État, notamment des pays les plus riches, assument cette responsabilité, pas dans les mots, dans les actes. C'est un moment de vérité. Les mots ne suffiront pas, les bons sentiments ne suffiront pas. C'est là que nous avons un chantier. Je pense, hein, effectivement, les mots ne suffiront pas. Je rejoins vraiment cette colère parce que c'est pas juste un slogan aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, clairement, on vit des deuils. On n'a pas encore enterré tous les morts. Donc on est dans cette période de deuil. On a besoin de se reconstruire. Mais par ailleurs, il y a déjà une colère qui est en train de monter. Hein. Et cette colère, elle commence par du scepticisme en direction de l'État, notamment. On ne prend pas tout pour argent comptant. Nous sommes des gens éduqués, intelligents. On est en lien avec le net, etc.
il y a beaucoup de questions qui se posent, mais par ailleurs, on nourrit vraiment un projet de société sur lequel on a déjà lutté, milité, combattu. Et je vous le dis assez froidement aujourd'hui, pour tout ce qu'on a monté avant, on n'a pas le sentiment du tout d'avoir été entendu, on en est conscient, et je pense que ça va se prolonger. C'est-à-dire que l'effet générationnel, si vous voulez, c'est bien de le dire, mais dans la transmission, à un moment, il va falloir faire confiance à cette jeunesse aussi, parce qu'effectivement, s'ils sont minoritaires, c'est des gens puissants. Il y a aussi des gens minoritaires dans les jeunes qui aujourd'hui n'y croient plus. Et tout est justifiable, si vous voulez. Où on leur donne raison, où nous, on est vraiment entendu sur le souhait que nous avons pour ce monde. Et je suis pas pessimiste entièrement, mais je suis pas non plus optimiste. Bon, oui, soyons optimistes. Nous allons parler des liens entre le terrorisme et le réchauffement climatique et les dangers, parce qu'ils sont le premier évidents, le premier lien, c'est que le climat ajoute de l'inégalité à l'inégalité. Voilà, et dans un monde où tout se voit, évidemment, vous ajoutez à cette inégalité une humiliation insupportable qui après peut être instrumentalisée. Je dis souvent que le fatalisme des uns peut nourrir le fanatisme des autres. La deuxième chose, c'est que le changement climatique nous donne une opportunité, et j'espère même une obligation, de nous affranchir des énergies fossiles, au premier rang duquel le pétrole et le terrorisme, le pétrole et la guerre. 25% des revenus de Daesh, jamais très loin. Le pétrole. 1,5 million de dollars par jour. Au-delà du fait que les conflits auxquels nous avons assisté depuis plusieurs décennies au Proche et au Moyen-Orient, le pétrole n'en était jamais très éloigné. Donc en nous libérant des énergies fossiles et en donnant la possibilité notamment aux États les plus faibles d'acquérir une autonomie énergétique à partir de sources d'énergie renouvelables, vous allez rétablir l'équité des États. On ne sera pas obligé de s'asseoir sur nos valeurs au prétexte qu'on ne veut pas fâcher les pays qui détiennent les réserves d'énergie fossile. Donc c'est aussi une manière de voir les choses positives. Mais simplement, à Paris, regardez cette coïncidence. Le monde entier, jamais dans l'histoire de l'humanité, en tout cas récente, il y a eu autant de chefs d'État au même moment. Belle coïncidence. Le monde est là. Ils peuvent écrire l'histoire. Peut-être à une naïveté de ma part. Est-ce qu'ils vont saisir cette occasion? C'est une occasion magnifique pour nous réconcilier. Mais attention, la question, c'est que vous doutez, Nicolas Hulot. J'espère que ça ne va pas être un moment de parcourez la planète depuis des mois et des mois pour la réussite de cette COP21. Je suis pétri dans la même journée de doute et d'espoir, bien entendu. Mais cette occasion-là, cette gravité de l'instant, j'espère qu'elle va leur donner de la responsabilité. Voilà. Et qu'ils ne vont pas simplement venir, encore une fois, reproduire des mots que nous avons déjà 100 fois entendus. Le constat, c'est fait. Passons à l'action. Les outils sont là. Moi, j'espère que vous serez entendus. J'espère que tous les gens qui sont dans les quartiers populaires aujourd'hui et qui se sont battus pour finir, disons-le clairement, vu que j'en suis témoin, le bec dans l'eau sur tout ce qu'on a pu monter avant, les choses sur lesquelles on a pu alerter. On n'a pas eu le sentiment d'être entendu, donc sur la question, je pense que ce sont les mêmes qui sont très peu en réponse. Je suis comme vous, j'ai beaucoup d'espérance et d'espoir. Cela dit, la question est là aujourd'hui, surtout pour ma génération. Pour la énième, moi je n'attends pas grand-chose, je ne m'attends pas à des miracles. Je ne vois pas pourquoi ceux qui créent le problème seraient la solution. Enfin. Mais à un moment, nous verrons. Après, chacun a conscience que nous serons tous perdants, tous gagnants. Bien sûr. Et qu'aucun statut politique, économique ne va nous mettre à l'abri des conséquences si on laisse ce phénomène se développer. Et attention, si les chefs d'État, si les hommes politiques n'ouvrent pas la voie, attention que les peuples ne se feraient pas eux-mêmes le chemin. Voilà. C'est bien ce que je dis. C'est là où vous vous retrouvez. Et je vois d'ailleurs, notamment sur les phénomènes climatiques, mais là aussi, je vois la désertion des intellectuels. Où sont-ils tous nos intellectuels Edgar Morin et 3-4 bien identifiés qui sont visionnaires depuis très longtemps. Il y a une espèce d'aversion sur ce sujet-là, comme si le fait que l'homme puisse devenir un loup pour l'homme les paralyse. C'est un sujet qui conditionne tous les enjeux de solidarité. Ce n'est pas une option. Je veux dire, tout ce qui a de l'importance à nos yeux est conditionné par notre capacité à traiter ce sujet-là. Et il y a non seulement un silence, parce qu'on a besoin de toutes les intelligences, mais ça vaut aussi pour une partie de la classe politique, pardon de le dire, d'avoir sous-traité un sujet aussi important à une petite catégorie politique qui l'a porté avec plus ou moins de bonheur, mais c'est aussi absolument une forme d'aberration. On a besoin de mutualiser l'intelligence, la vision, la mobilisation de tout le monde. Sur la question des intellectuels, c'est une question, moi en tant qu'artiste, je me suis souvent posé. Où sont ces intellectuels capables de fédérer, d'avoir une vision
de réfléchir, faut que tu aies du monde, simplement, effectivement. et d'engager des réflexions collectives On a même dont nommé, nous avons besoin. on a même nommé des intellectuels d'inspiration pour moi, de pulsions de mort, de violence qui ont pu diviser la France. Et on en a eu vraiment une belle période là, assez désagréable. Effectivement, moi je pose aussi la question. Parce qu'on a besoin de tout le monde dans cette construction et dans un... Il faut redéfinir les fins et les moyens. Donc il n'y a pas simplement, encore une fois, un petit sujet technologique. La technologie, l'économie serait importante, mais si on ne redonne pas du sens à tout cela, si on ne se projette pas ensemble, en fait, pour résumer, il y a un nouveau chapitre de l'aventure humaine qui est à construire. Ça paraît grandiloquent, mais c'est la vérité. Et on n'y arrivera pas si on sous-traite ce sujet-là à quelques-uns d'entre nous. Axiom, vous avez composé pour vos amis. Pour mon ami, en fait, Ludo. Pour votre ami Ludo. En fait, on m'avait demandé, alors évidemment, tous les médias m'ont appelé suite à vendredi. Oui. Je n'étais pas en capacité de parler, je ne maîtrisais pas la situation. Et on m'a demandé d'intervenir dans une commémoration, donc j'ai écrit un texte. Vous pouvez nous dire un peu c'est un texte, il est encore récent, hein, je parle de mon ami, je peux vous lire. Hier, j'ai perdu un repère, ça aurait pu être ton frère. Guerre, à l'heure où je te parle, je ne peux qu'être sincère. J'ai plus que des flashbacks, du poids dans le backpack. Il me reste plus que tes blagues, mon poteau devient un hashtag. Je repense à nos premières scènes, tu rappais avec Chardenne, Ultime Paradoxe, c'était son groupe de rap. Tu disais que le monde en valait bien la peine, des hauts, des bas, des hauts, des bas, c'était son titre. Tu rappais ce morceau, préférant les jeux de mots aux mauvais débats. Amateurs de rhum, de soul funk, de foot et de fleurs. Tous ceux qui t'ont connu peuvent témoigner de ta bonne humeur. Pépite d'amitié, depuis le lycée, tu sais. T'avais raison avec ses amis de côté. À côté, on voit moins le temps passer. Voilà, c'est un extrait de cet album, c'est magnifique. Hein, c'est un texte magnifique, c'est un texte d'hommage absolument magnifique. Mais cette jeunesse touchée, mais vraiment touchée en son sein, Axiom, jeunesse finalement de toute origine, de toute origine sociale, c'est vraiment de tout milieu, de toute confession. Je vais aller même plus loin. La question ne se posait même pas. Mais voilà, la question c'est vraiment un paradigme, une vision que nous ne portons pas. Là, nous rencontrons des gens qui sont même pas français, qui sont même des sans-papiers, si vous voulez. La jeunesse est affranchie depuis longtemps de ces espèces de fragmentations qu'on a dans la société. Il faut qu'on se mette dans des colonnes. T'es à gauche, t'es à droite, t'es musulman, t'es catholique. On s'en fout. On s'en fout. On le respecte. Mais c'est la famille humaine. Est-ce que ça veut dire que dans notre société est tellement figée, tellement sclérosée parfois, qu'elle ne regarde pas, n'écoute pas la jeunesse? Il y a des choses qui transcendent tous les clivages, et notamment ce sujet-là. Je vais vous faire une confidence avec Ludo. Donc là, j'ai fait le clip sur la chanson qui sera en ligne ce soir. J'ai voulu vraiment montrer l'amour qui nous liait avec tous les gens. C'est-à-dire, c'est à l'écran. Ludo, ingénieur d'origine congolaise, tout à fait, en fait français. Voilà, passionné de foot, de hockey subaquatique, d'échecs, d'informatique. Et vraiment un être lumineux. Mais tous, c'était comme ça. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que la société est tellement conservatrice sur ces questions que nous tous, où nous nous sommes retrouvés, nous étions conscients simplement que nous voulions construire ce monde. C'est peut-être minoritaire, mais c'est un endroit où nous construisions ce monde. Les enfants qui naissent à cet endroit-là sont des enfants de ce que les autres appelleraient métissage, parce que nous, c'est pas le langage qu'on utilise en fait. Et effectivement, ces gens viennent de partout, et il y a que l'amour. Il y a que l'amour. Ça fait 3 fois qu'il prononce un gros mot, amour. C'est un mot qu'on n'ose même plus. Non, mais parce qu'on n'ose même plus le prononcer. Mais à cette espèce de bête immonde que nous avons laissé enfler, qui s'appelle la haine. Oui, bien sûr. Mais il y a une chose auquel il faut opposer. Le mot amour, le mot solidarité, le mot générosité. Il ne faut pas avoir peur de ça. Mais voilà, il y a un moment ou un autre, les choses mal nommées n'existent pas. Et je pense que c'est la seule chose. Parce que céder à la haine, c'est une tentation que je peux avoir, moi, à chaque instant, ou à la colère, notamment celle des mots. Mais attention à la haine des mots qui précède la haine des actes. Et moi, je pense que nous devons résister à cela, résister à cette tentation, parce que c'est une pente peut-être probablement naturelle, mais justement, ce qui doit nous distinguer, c'est cette résistance. Et on ne peut pas le reprocher aux autres si nous-mêmes nous le pratiquons. On ne peut pas reprocher des radicalisations, comme on dit, même si le terme est un peu vide par moment, si nous-mêmes nous radicalisons. On ne peut pas reprocher aux autres la haine si nous-mêmes nous portons cette haine. Vous savez, on va parler beaucoup, on dit oui, vous voyez, il y a l'islamophobie.
dit, les musulmans prennent cher en ce moment. Mais en vérité, les islamophobes n'ont pas attendu les attentats pour commettre des actes graves contre les musulmans. Donc, ce truc-là existe, les haineux existent. Effectivement, nous, qui sommes en face, qui subissons, qui sommes souvent derrière dans des triangulaires un peu complexes, nous avons à bâtir notre projet, nous avons à expliquer notre conception de la vie, qui est large, qui est incluante, et on doit se battre. Vous savez, il y a un dessin animé comme ça dans notre génération, c'était les bisounours. Je sais, ça fait pas fun, hein, même pour un rappeur. Bien pour moi, aujourd'hui, j'ai compris qu'on devait choisir son camp. Voilà. Bien, vous avez choisi votre camp. Nicolas, vous aussi, vous avez choisi votre camp. C'est l'avenir, l'avenir de nos futures générations, hein, l'avenir de cette planète qui est vraiment en danger. Et vous dites, je vois dans une interview qui paraît aujourd'hui, je crois que c'est dans 20 minutes, les Français seront plus impactés par les décisions de la COP21 que par la présidentielle. Ce que je veux dire, c'est que la présidentielle viendra en son temps, et l'hystérie collective qui l'accompagne également. Mais très sincèrement, ce qui va se décider ou pas à la conférence de Paris est plus important pour l'avenir du monde et a fortiori pour l'avenir des Français. On est dans des enjeux universels, voilà. Et donc, je l'ai dit à l'instant, le climat et tout ce qui est associé affecte tout ce qui a de l'importance à nos yeux. Donc voilà, c'est parce que je sais bien que les gens dans cette situation d'effroi, de désarroi, qui s'ajoute à la souffrance, à la précarité, ont du mal à visualiser tout ça. Ça leur semble loin dans le temps et dans l'espace. Mais nous sommes dans un monde connecté. Donc l'avenir de la France est aussi conditionné par l'avenir de l'Afrique. Le succès de l'Afrique, c'est le succès de l'Europe. Et inversement, on ne peut plus avoir un monde comme ça cloisonné où certains... On va demander à Axiom, ça vous semble loin les questions climatiques? Franchement, en fait, personnellement, de là où je suis, non. Parce qu'on a compris que tout était lié. Nous sommes, si je peux me permettre, nous sommes pour moi dans le point de vue d'une civilisation dans le sens mondial, hein, qui privilégie l'économie et uniquement cet argument aux dépens de la fraternité, du partage des richesses, de la responsabilité qu'on a sur des uns des autres sur une planète en fait. Et pour moi, s'il y a un choc de civilisation d'ailleurs, il est là. C'est entre ces deux visions, c'est-à-dire pour moi, le choc des civilisations dont on parle en France, il représente rien, il n'existe pas, je le vis pas. Historiquement, l'économie était au service de l'humain et du progrès. Petit à petit, on a transgressé tout cela, on a indexé la finance aux besoins de l'économie et on a utilisé les hommes comme du vulgaire capital humain. Je caricature un peu, mais globalement c'est ça. C'est ça qu'il faut remettre en cause. Il faut le remettre dans le bon ordre. On n'a pas besoin de plus de technologie, on n'a pas besoin de plus d'économie. Regardez la difficulté qu'on a à réunir 100 milliards de dollars pour tenir nos promesses de Copenhague, pour aider les pays du Sud. Où est-ce qu'on en est d'ailleurs? On y va y arriver ou pas? On y arrivera, mais avec tellement de difficultés. Et on pourrait avoir tellement plus d'argent. Si nous soumettions notamment ces flux incessants qu'on appelle les transactions financières, je parle des transactions financières spéculatives, c'est-à-dire celles qui sont capables, d'un clic, d'acheter des tonnes de maïs simplement pour en faire monter les coûts. Celles qui spéculent sur les ressources alimentaires à une petite taxation. Croyez-moi, c'est pas 100 milliards que l'on pourrait trouver. C'est des milliers de milliards de dollars. J'en suis convaincu, mais c'est là où il faut, pour bien répondre à la question, c'est là aussi il ne faut pas occulter ce qui se passe dans le pays. C'est-à-dire que dans le pays, on a des besoins, il y a des zones qui ont été abandonnées. On n'en est plus à un constat, on en est à un constat d'abandon, c'est-à-dire c'est l'abandon que l'on constate et qui revient. Là-dedans, il y a des gens qui ont déjà basculé vers le suicide en fait, c'est constant. Hein. Je pense qu'il faut construire aussi un projet cohérent, simultané, donc l'effort il est important, à l'intérieur du pays. On n'a pas arrêté d'alerter. C'est vrai pour l'éducation nationale, c'est vrai au sujet des discriminations, c'est vrai au sujet des inégalités. On a un vrai défi, un vrai enjeu qui nous attend. Une phrase, je l'ai écrite dans Ozon, le fatalisme des uns nourrit le fanatisme des autres. Il faut avoir conscience de la relation de cause à effet. Eh bien, merci à tous les deux, merci Axiom, merci Nicolas Hulot d'être venu nous voir ce matin sur RMC et BFM TV.